Quand les spécialistes imaginent notre avenir dans l'espace, ils voient des villes sur la Lune, des colonies sur Mars et la poursuite de notre expansion dans le cosmos. Si d'une espèce terrestre, nous devenons une espèce céleste, le sexe et la reproduction feront forcément partie de ce processus. Mais faire l'amour dans l'espace est plus facile à dire qu'à faire. L'ennemi numéro 1 de l'activité sexuelle dans l'espace est décrit par les lois du mouvement d'Isaac Newton. La troisième loi du mouvement énonce que pour chaque action, on trouve une réaction opposée et de force égale. Si vous poussez quelque chose, cela pousse aussi vers vous. Il faut donc inventer de nouvelles formes de comportement quand il s'agit de sexualité dans l'espace. Vanna Bonta est prête à tester ces nouveaux principes et à se lancer courageusement dans un domaine que personne n'a encore jamais exploré. Elle est l'auteure du roman de science-fiction Flight et consacre sa vie à l'aventure spatiale. Un jour, quelqu'un avec qui je travaillais m'a dit « Certains pensent à ce qu'ils vont manger demain. Toi, tu penses à ce qui se passera dans des siècles. » Aujourd'hui, à Las Vegas, dans le Nevada, Vanna et son mari, Alan Newcomb, participent aux avancées de l'exploration spatiale. Ils se préparent à tester la première tenue créée pour faciliter l'intimité sexuelle en apesanteur. Vanna appelle son invention le Two-Suit. C'est un vêtement utilitaire qui fonctionne comme une combinaison de vol. Il peut se détacher ou s'attacher grâce à un velcro et se fixer au vêtement du partenaire, car il est dans une matière très légère qui peut s'étirer. Vanna et Allen vont tester leur Two-Suit pour la toute première fois à bord de GeForce One, un Boeing 737 qui génère un effet d'apesanteur. En tant que premier designer de l'intérieur de GeForce One, j'ai envisagé tout ce qui pouvait arriver dans cet espace. La sexualité, l'intimité, le fait de flotter en couple ou à plusieurs en faisait partie. Le concept du Two-Suit me semble parfait. Je trouve que l'idée finalement évidente de créer un vêtement pour deux personnes est formidable. Ce n'est pas le premier voyage de Vanna et d'Allen à bord de GeForce One. Ils étaient invités au voyage inaugural de l'appareil en 2004. La première fois que j'ai expérimenté l'apesanteur et la microgravité ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais imaginé. On peut penser à une action physique et l'exécuter. Par exemple, je pensais à un saut périlleux et je le faisais sans effort. C'était grisant. C'est en voulant avoir un moment d'intimité avec son mari que Vanna se rend compte qu'il manque quelque chose à cette expérience en apesanteur. L'intimité physique. Nous avons fait un saut périlleux. Nous avons tourné sur nous-mêmes, volé, effectué différentes acrobaties, mais j'ai vraiment ressenti à quel point il n'y avait aucune attraction en apesanteur. C'est impossible. Il faut vraiment se démener, ne serait-ce que pour s'embrasser. Vanna comprend que cela correspond à un futur besoin et décide de s'atteler immédiatement à la question. L'idée m'est venue du Two-Suit. C'est une tenue qu'on peut agrafer avec celle de son partenaire et qui permet de travailler en restant proche ou en étant suspendu. Elle n'est pas destinée uniquement à l'activité sexuelle, mais à procurer une intimité, une proximité physique, à permettre les câlins, de se sentir bien, de se suspendre. 2 prototypes de Two-Suit ont été fabriqués. Ils vont maintenant être testés à 12 000 mètres au-dessus du Nevada. Je suis très impatiente d'effectuer ce test. C'est passionnant d'œuvrer pour l'avenir. C'est ce qui me fait avancer aujourd'hui. C'est un vrai défi d'être marié à la créatrice de Two-Suit. Vanna est brillante, créative, et en plus, elle est très sexy. Pour recréer les effets de la gravité zéro, GeForce One s'élance selon un tracé vertical parabolique. Quand le pilote décrit un arc de cercle au-dessus du pic de la parabole, les passagers sont en apesanteur pendant 30 secondes.
On ressent la même chose que sur les montagnes russes, quand on franchit le sommet et qu'on décolle de son siège. Au cours du vol, Vanna et Allen doivent accomplir une manœuvre d'amarrage, s'embrasser, puis se détacher, avant que l'appareil ne sorte de sa parabole et que la gravité ne réapparaisse. Vanna a créé son two-suit en pensant aux vols spatiaux de longue durée. Mais sur GeForce One, Allen et elle auront moins de 30 secondes en apesanteur pour tester la combinaison. Au cours des 2 premières paraboles, Vanna et Allen s'habituent à l'apesanteur. À la 3e, leur tentative d'arrimage est interrompue par un groupe de passagers incontrôlables. Au cours des suivantes, ils luttent contre les caprices de l'apesanteur et la brièveté du temps imparti pour accomplir leur amarrage. Enfin, à la 8e, amarrage réussi, baiser et décrochage réussi. Je dirais que cette mission est un succès. Je pense que cette tenue est fonctionnelle. J'aimerais la tester plus longuement, mais je pense que c'est la prochaine étape. J'étais très heureuse de réussir celle-ci. Le two-suit de Vanna est un petit pas dans l'aventure de la colonisation de l'univers. Le saut de géant consistera à faire des bébés dans l'espace. Le peu que nous savons d'un point de vue biologique sur la reproduction et le développement dans l'espace nous laisse penser qu'il y aura d'énormes problèmes si l'espèce essaye de passer d'une civilisation terrestre à une civilisation en apesanteur. Le premier problème est la gravité zéro ou microgravité ou apesanteur. Quand on a une navette ou une station spatiale qui tourne autour de la Terre, nous parlons de microgravité, parce que la gravité est toujours présente et qu'il y a toujours une légère poussée vers la Terre, mais elle est très faible. Si vous prenez un humain et que vous le placez en apesanteur, le taux de calcium dans ses os diminue, son cœur devient paresseux et sa masse musculaire diminue aussi. On perd des globules rouges et du plasma sanguin. Le second problème, ce sont les radiations de haute énergie, des particules de la taille d'un atome qui remplissent le vide spatial. L'exposition aux radiations peut causer la stérilité. Nous l'avons observé dans les centrales nucléaires et sur les travailleurs exposés à de fortes radiations. Sur Terre, nous sommes protégés de ces particules par le champ magnétique de l'atmosphère. Mais dans l'espace, elles peuvent se déplacer sans entrave et heurter par exemple un tissu humain. Quand cela se produit, ces radiations peuvent tuer une cellule ou simplement l'abîmer. Quand elles l'abîment, elles prennent une partie de notre ADN, mais la cellule vit toujours, se reproduit et opère ensuite une mutation. C'est ce que nous connaissons avec le cancer. Pour voir comment la microgravité et les radiations de haute énergie peuvent affecter la reproduction sexuée, les scientifiques ont pratiqué des tests dans l'espace sur les animaux. Les études sur les animaux sont un premier pas. Avant que nous puissions emmener une femme dans l'espace, qu'elle y devienne enceinte et accouche, il y a la conception, la formation du placenta, le développement prénatal et enfin la naissance. Tout cela est commun aux petits animaux et aux êtres humains. Le premier animal à s'accoupler avec succès dans l'espace fut un poisson, le médaca, qui s'envola dans une navette en 1994. Pour cette étude, les animaux s'accouplèrent dans l'espace. Ils déposèrent leurs œufs et les petits en sortirent toujours en apesanteur. On s'aperçut alors que toutes ces phases étaient possibles chez le poisson. Mais les hommes sont des mammifères et leur développement comprend de nombreux stades, entre la conception et la naissance. En 1995, une étude menée sur des rats à bord d'une navette spatiale fit apparaître un comportement anormal chez les nouveau-nés.
La première semaine après leur naissance, les jeunes rats n'arrivaient pas à se retourner, à passer sur le ventre quand ils étaient sur le dos, ce qui est une caractéristique des rats. Nous pensons que l'apesanteur avait provoqué un manque de stimulation de leur système sensoriel et qu'il s'était développé différemment dans l'espace. D'autres expériences ont révélé des conséquences encore plus graves. Les études ont montré que des rats mâles qui étaient allés dans l'espace, quand on les accouplait après leur vol à des rats qui n'y étaient pas allés, engendraient des petits qui montraient de nombreux retards de croissance et même de développement, comme de l'hydrocéphalie, des anomalies rénales. Les chercheurs s'accordent à dire qu'ils ont besoin d'effectuer d'autres études sur les animaux avant de commencer à étudier la reproduction humaine dans l'espace. Les vols spatiaux habités ont bientôt 50 ans. Il est temps pour nous de voir un mammifère traverser toutes les phases de la procréation, depuis l'ovule, l'embryon, la gestation, la naissance, le développement en apesanteur, et d'avoir ensuite la première génération à avoir été reproduite dans l'espace. Je pense que comprendre pleinement le développement mammifère en apesanteur doit être une nouvelle priorité. La clé de la reproduction humaine dans l'espace passera par des essais avec les animaux. Mais aucune étude animale n'a prévu ce qu'un astronaute appelle l'effet Viagra. And liftoff of Space Shuttle Discovery. La NASA et l'Agence spatiale fédérale russe ont toujours affirmé qu'ils n'avaient mené aucune expérience sur la sexualité ou la reproduction humaine. Mais les spécialistes peuvent pourtant reconstituer ce qui se passerait si un homme et une femme tentaient de concevoir un enfant dans l'espace. Si le mâle n'est pas physiquement excité, les rapports sont impossibles. Or, selon un astronaute, il se produit dans l'espace ce qu'on appelle l'effet Viagra. Dans son ouvrage Reading Rockets, le spécialiste des missions spatiales, Mike Mullen, décrit l'état persistant et parfois douloureux qu'il a connu chaque jour en se levant. Les chirurgiens de la NASA pensent que la cause en est la redistribution du sang en apesanteur. L'échange de fluide peut permettre aux hommes d'avoir plus facilement des rapports sexuels dans l'espace. Nous devons poursuivre nos recherches. Les hommes ont tendance à avoir des érections plus facilement dans l'espace à cause de cet échange de fluide. Conclusion, les mâles n'ont pas besoin de s'inquiéter comme ils le font sur Terre pour savoir s'ils seront performants dans l'espace. Je ne suis pas sûr que les humains auront beaucoup de problèmes pour s'accoupler en apesanteur. Je veux dire pour ressentir du désir. 4 membres d'équipage d'une navette ont dit que leur désir sexuel avait diminué pendant qu'ils étaient en orbite. Ceci est lié à la diminution des taux de testostérone. Mais ce seul témoignage n'est pas suffisant. Il ne nous renseigne pas sur ce qui se passerait en apesanteur. La prochaine inconnue est la façon dont la microgravité affecterait la fertilité. Une longue exposition aux radiations spatiales pourrait abîmer à la fois le sperme et sans doute tous les ovules d'une femme. Si la femme est en âge de procréer, un de ces œufs abîmés pourrait produire un enfant qui aurait un défaut de naissance ou ne permettrait pas que l'enfant naisse vivant. Une fois relâchés dans les trompes de Fallope, des millions de spermatozoïdes filent vers l'ovule. L'un d'entre eux, plus têtu, va s'y frayer un chemin et le processus de fertilisation commence. Alors l'ovule, qui est au fond des trompes de Fallope, est propulsé dans l'utérus et va s'enchâsser dans sa paroi, commencer à développer des provisions de sang et un placenta où va grandir le bébé. Si la fertilisation est réussie, la division des cellules et la croissance de l'embryon commencent. Quand l'embryon devient fœtus, la gravité devient un élément primordial.
Pour un fœtus humain, une grossesse à terme dure 36 semaines. Vers 26 semaines, le fœtus est capable de flotter. Après cela, il devient plus dense et a tendance à couler dans le liquide amniotique. C'est à partir de là que les effets de la gravité semblent importants sur le développement des organes du fœtus. S'il n'est pas exposé à la gravité pendant cette phase critique, il risque de se développer anormalement. Une étude animale conduite dans les années 1980 a donné des résultats troublants, où le squelette et le cœur de l'embryon se trouvaient affectés. Ces études ont été faites dans les satellites Biocosmos. À cause de l'apesanteur, tous les os du fœtus de rat développés en apesanteur connaissaient une baisse de minéralisation de 13 à 17%. Nous savons que les muscles extenseurs le long de la colonne vertébrale ont une masse plus faible. Nous savons que le ventricule gauche du cœur est plus petit et l'on comprend pourquoi. Celui-ci n'a pas lutté contre la gravité pour transporter le sang. On ne sait pas quelles conséquences l'absence de gravité pourrait avoir sur un fœtus humain, mais sans doute serait-elle similaire. Si l'on trouve un moyen de mener une grossesse à terme dans l'espace et de faire naître un bébé en pleine santé, il faudra créer un nouveau type de salle d'accouchement. Accoucher dans l'espace serait aussi délicat que sur Terre. Il y a des écoulements du sang, il y a des chances que ces fluides s'envolent dans tous les sens. Il faudra donc concevoir des systèmes de ventilation et de nettoyage adaptés à une naissance. L'architecte spatial John Spencer a émis quelques idées sur la façon dont il conçoit une salle d'accouchement en apesanteur. Une des exigences, c'est qu'il y ait un débit assez rapide pour assurer la propreté, pour qu'il n'y ait aucune trace de sang dans la salle d'accouchement, afin que les médecins qui assistent à la naissance puissent bien voir tout ce qui se passe. John Spencer s'est inspiré de l'accouchement dans l'eau, une technique dans laquelle les bébés naissent dans un bassin d'eau chaude. Les adeptes de cette méthode disent que cela facilite la transition entre le ventre maternel et la vie à l'air libre. Et John Spencer pense que l'apesanteur offrira des avantages similaires. Être dans le ventre maternel, c'est comme être en apesanteur, si bien que passer de l'absence de gravité qui règne à l'intérieur de la mère à une salle en apesanteur pourrait s'avérer une transition facile. Malgré tout ce que nous savons, ce jour est encore bien loin. En résumé, si la gravité a un impact sur le développement vertébral, son absence peut avoir de graves conséquences lorsqu'on envisage une procréation dans un environnement extraterrestre. En effet, un bébé né dans l'espace pourrait connaître des instants difficiles lorsqu'il irait sur Terre. Ce serait un peu comme croiser des gens du siècle dernier qui ont grandi dans un tout autre environnement. Si ces bébés veulent ensuite venir sur Terre, ils devront porter des combinaisons terrestres, des sortes d'exosquelettes, pour soutenir leurs muscles et leurs os fragilisés. Nous allons créer une espèce spatiale qui aura besoin d'une tenue terrestre pour retourner sur la planète dont elle est originaire. On peut aussi créer une gravité artificielle dans l'espace en utilisant des centrifugeuses. Ces appareils utilisent la force centrifuge pour créer un effet connu sous le nom de centre de charge. Imaginez une femme enceinte, assise à une extrémité ou bien allongée avec les pieds vers le centre. Elle pourrait lire, travailler, parler. Cela durerait 1 heure ou 2. Assez longtemps pour qu'apparaisse une sensation de haut et de bas qui pourrait être bénéfique pour le fœtus. La première naissance dans l'espace sera un événement extraordinaire. Ce sera un jour historique pour l'humanité. Les spécialistes pensent que tout cela n'est qu'une question de temps. Je pense que nous nous reproduirons dans l'espace. Il faut juste réfléchir à comment le faire bien. Quelle meilleure occasion pour cela que la mission de 3 ans planifiée par la NASA sur Mars. Mais le sexe sera-t-il du voyage ? Il y a 65 millions d'années, une autre espèce a dominé la planète, comme c'est le cas des humains aujourd'hui.
Les dinosaures ont été l'espèce dominante sur Terre pendant plus de 150 millions d'années. Mais il n'a fallu qu'une seule après-midi pour les rayer à jamais de la carte. Et ils ne sont jamais réapparus. La raison pour laquelle il est important que les hommes quittent cette planète, c'est que si nous ne le faisons pas, la Terre peut nous mener à notre perte. Si nous n'avons pas de position de repli, si nous n'avons pas de voie alternative, si ce lien essentiel se rompt, c'est tout le système qui peut aller à la catastrophe. Si la reproduction spatiale ne connaît pas le succès, l'espèce ne pourra pas survivre. Malgré ces mises en garde, la sexualité et la reproduction restent un sujet tabou à la NASA. La NASA est une organisation vraiment incroyable. C'est extraordinaire d'en faire partie. Mais elle est faite d'ingénieurs, par des ingénieurs et pour des ingénieurs. Pour un ingénieur, la lumière est soit allumée, soit éteinte. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dans les sciences de la vie, il y a deux extrêmes, la vie et la mort. Et tout le reste est fait de nuances et de gris. En ce qui concerne le sexe dans l'espace, durant toutes les années que j'ai passées à la NASA, je ne me rappelle pas avoir eu une seule conversation à ce sujet, que ce soit avec l'équipage ou la direction de la mission. La NASA est subventionnée par les contribuables, et ceux-ci ne veulent pas que leurs dollars servent à ce que les astronautes aillent folâtrer dans l'espace extérieur ou faire des escapades spatiales à leurs frais. Le public veut que l'argent de ses impôts soit utilisé avec sagesse. Et c'est aussi pour cela que la NASA est aussi secrète sur la question. La NASA projette de renvoyer des hommes sur la Lune en 2020. Ce n'est qu'une étape avant le grand événement, un aller-retour vers Mars qui durera 3 ans. Dans son projet, la NASA met de côté toute référence à la sexualité. Une omission relevée par un rapport de l'Académie des sciences. La sexualité dans l'espace est un domaine sur lequel aucune recherche n'a été menée jusqu'à présent. Les psychologues et les psychiatres sont convaincus que les humains ont besoin de relations avec les autres pour fonctionner normalement. Nous avons besoin d'être connectés psychologiquement, émotionnellement et aussi d'avoir des relations physiques avec d'autres individus. L'intimité est très importante à ces différents niveaux. Le problème des séjours de longue durée dans l'espace est que le modèle auquel on se réfère exclut tout type d'intimité. Certains experts attendent des astronautes qu'ils subliment leurs besoins et leurs désirs par amour de leur mission. C'est irréaliste et cela n'arrivera pas. Cela conduirait les individus à devenir dysfonctionnels s'ils parvenaient à observer ce type de séparation. Pour que l'équipage soit opérationnel, il faudra que l'intimité à différents degrés fasse partie du comportement au titre de simple fonctionnement humain. Et nous avons besoin d'y réfléchir. Un autre argument est que s'il y a des relations sexuelles entre les membres de l'équipage, cela pourrait créer des distractions et des antagonismes dangereux. Des arguments contraires peuvent être émis. Des problèmes peuvent se poser, des prises de bec. Une personne pourrait devenir jalouse d'une autre ou commencer à désirer un autre partenaire. C'est possible. Il sera difficile de l'éviter. Nous sommes des êtres humains et des mesquineries peuvent éclater. On a le temps d'en parler et d'y réfléchir. On a évoqué l'idée d'envoyer des équipages de même sexe sur les missions de longue durée pour éviter la question des relations sexuelles. Ce n'est pas réaliste de penser que parce que tout le monde serait du même sexe, personne n'aurait besoin de contact et qu'il n'y aurait aucune relation sexuelle. Cette approche me paraît un peu naïve. Un autre projet suggère de n'envoyer dans l'espace que des couples mariés. Comment penser que le seul fait d'être marié pourrait être la solution ? Je ne crois pas que le mariage soit une méthode plus infaillible que celle de n'envoyer que des gens de même sexe. Nous devons sélectionner des individus qui soient mûrs émotionnellement, qui aient une sexualité équilibrée. Ensuite,
On les préparera à affronter les événements qui pourraient survenir et on leur fera confiance pour assurer leur mission. L'idée de Cheryl est que l'équipage pourrait d'abord vivre ensemble pendant 9 mois dans un endroit où ils seraient aussi isolés que sur Mars. Pour cela, elle suggère l'Antarctique. Nous pouvons tester cela en les envoyant hiberner 9 mois en Antarctique. Pendant ce temps, ils pourront non seulement mettre à l'épreuve leur sociabilité, mais vivre des problèmes d'intimité. Ils pourront voir s'ils sont attirés par quelqu'un, ce qu'il faut faire et comment le groupe réagit. Ainsi, quand on les enverra dans une fusée spatiale pour habiter sur Mars ou sur la Lune, ils sauront à quoi s'attendre et gérer ce genre de situation. Se dire que ce sont des professionnels et qu'ils s'en sortiront toujours, c'est courir à la catastrophe. Malgré les dénégations de la NASA et sa propension à éviter le sujet, on dit qu'il y aurait déjà eu des relations sexuelles au cours d'un vol spatial américain. Certains disent qu'il n'est pas réaliste de penser que sur les centaines d'aventuriers qui ont risqué leur vie en s'élançant dans l'espace, aucun n'ait tenté de pratiquer une forme d'accouplement cosmique. Je ne serais pas surprise qu'il y ait déjà eu du sexe dans l'espace. Nous avons eu un couple marié dans une navette de la NASA. Si vous le faites sur Terre, pourquoi ne pas essayer dans l'espace? Le couple en question, ce sont les astronautes Jeanne Davis et Mark Lee. En 1992, ils sont partis pour une mission de 7 jours à bord de la navette spatiale Endeavour. Le règlement officiel de la NASA n'interdit pas le sexe dans l'espace. La NASA n'a jamais dit à ses astronautes « Vous ne devez pas avoir de rapports sexuels ». On pense qu'ils sont assez grands pour le savoir. Mais il existe un règlement qui interdit d'envoyer des couples mariés dans l'espace. Jeanne Davis et Mark Lee se sont rencontrés au cours de l'entraînement. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés juste avant de partir dans l'espace. Comme il aurait été perturbant de n'envoyer que l'un d'entre eux en mission, la NASA a fait une exception. Le reste de l'équipage leur aurait-il permis de rester un moment seul? Il est possible que l'équipage se soit mis d'accord pour aider ce couple marié à faire quelque chose là-haut. Mais c'est peu vraisemblable. Il suffit de penser à l'esprit conservateur des astronautes et de la NASA. Comment autoriserait-il ce genre de choses? Je ne dirais pas que j'espère qu'ils ont enfreint le règlement, mais je leur souhaite d'avoir saisi l'occasion de consommer leur union dans une situation, un environnement et une mission qui magnifie l'union de deux êtres humains. Si le couple s'est réuni, leurs possibilités d'intimité étaient très limitées. Dans la navette, l'espace dédié à l'équipage ne mesure que 650 mètres cubes. C'est le volume d'un living room de taille moyenne. Dans une navette spatiale, le meilleur endroit pour le sexe est le sas qui mène à la soute. Il est assez grand pour contenir 2 personnes. S'il y a un endroit où cela peut se passer, c'est là. Aujourd'hui, la Station spatiale internationale est beaucoup plus spacieuse que la navette. Elle mesure 3850 mètres cubes, répartis sur plus de 15 modules. Je connais bien l'intérieur de l'actuelle Station spatiale internationale. Les modules russes constituent l'espace le plus intime de la station. Ils sont plus personnalisés et je pense que c'est là que cela pourrait se passer, dans les modules russes. Mark Davis et Jeanne Lee ont refusé de confirmer ou d'infirmer les rumeurs, laissant ainsi libre cours aux spéculations. Chaque instant de la journée est consigné et observé par le centre de contrôle ici sur Terre. On comprend que l'espace extérieur soit l'endroit le plus impraticable, le moins romantique et le moins sexy pour vivre ce genre de choses. Une fois que vous êtes devenu astronaute, vous ne voulez rien faire qui puisse compromettre vos chances d'effectuer un nouveau vol spatial. Si je devais parier, je parierais que les Russes sont plus avancés dans des expériences sexuelles en apesanteur et dans l'espace que les Américains.
Les Russes sont un peu plus ouverts d'esprit. Ils emportent la guitare avec eux. Ils avaient même des cigarettes à bord des stations spatiales, de l'alcool, et après tout, pourquoi pas. Spéculer sur le fait qu'il y ait eu ou non des relations sexuelles entre astronautes relève d'une mentalité de journaux à scandale. Je pense que la question n'est pas que cela soit arrivé ou pas. Il faut dépasser cette curiosité de savoir s'il y a déjà eu des actes sexuels dans l'espace et dire qu'il y en aura de toute façon. Nous devons arrêter de nous poser des questions à ce sujet. Tout le monde s'accorde à dire que la sexualité présente des avantages et des inconvénients dans l'espace. Je pense que les gens sont plus beaux dans l'espace. Leurs visages ont un peu plus de couleurs, les poitrines des femmes sont plus fortes. Quand le visage est un peu plus gonflé, les rides s'effacent. Les jambes sont plus fines parce que les fluides vont moins vers le bas. Les femmes n'ont pas besoin de soutien-gorge car rien ne pousse leur sein à s'affaisser. Mais avoir l'air plus désirable ne vous aide pas à affronter les lois physiques auxquelles est confrontée la sexualité en apesanteur. Comme nous l'avons vu sur GeForce One, la moindre pichenette de votre partenaire peut vous faire perdre l'équilibre. Vous avez toujours une masse. Si quelqu'un vous pousse avec assez de force, il peut vous faire traverser la cabine dans l'autre sens et vous blesser gravement. C'est ainsi qu'on peut briser un pénis et il est très difficile ensuite de pratiquer une opération pour réparer cela. Et ces experts seraient-ils partants si on leur demandait de partir à la recherche du point G en apesanteur? C'est sûr. Oui, je le saurais. Je ferai tout de suite l'amour dans l'espace. Je suis un scientifique et à ce titre, j'aime observer, étudier à distance, mais je ne prends pas part. Je n'aime pas interférer avec le sujet que j'étudie. Ma femme m'a dit que je pouvais faire l'amour dans l'espace qu'avec elle. Je ne sais vraiment pas. Je n'y ai jamais pensé. En fait, j'ai plutôt pensé à comment accoucher dans l'espace. Nous avons vu le concept de Vanna Bonta pour trouver une intimité sexuelle en apesanteur. Il existe une autre méthode censée avoir été testée dans les caissons étanches que la NASA utilise pour l'entraînement des astronautes. C'est ce qu'on appelle la technique des 3 dauphins. 2 dauphins ont parfois des difficultés à s'accoupler. Un troisième peut les rassembler pour faciliter l'accouplement. Cela pourrait se pratiquer en apesanteur. On aurait une troisième personne qui faciliterait les choses si vous maintiendrez ensemble dans un milieu avec une microgravité. Le seul problème, c'est que personne n'a eu besoin d'expliquer cette technique aux dauphins. Les biologistes marins disent que cette histoire est fausse. Mais tout le monde s'accorde sur le fait qu'au moins l'un des partenaires en train de copuler doit être maître de soi. On pourrait avoir des poignées pour les mains et peut-être aussi pour les pieds. Un peu comme ce que l'on fait pour faciliter l'entrée dans une baignoire ou ce genre de choses. Un mécanisme qui opérerait une contrainte sur le mouvement, qui reproduirait la gravité, faciliterait sans doute l'accouplement dans l'espace. On pourrait se servir de velcro. Et un des partenaires pourrait accrocher ses jambes autour de quelque chose. Il serait alors capable de sécuriser l'autre avec ses genoux. Je pense que l'ingéniosité humaine nous donnera les réponses que nous ne pouvons qu'imaginer pour l'instant. Quand les gens se retrouvent en situation, ils trouvent toujours comment faire. Et l'on pourrait peut-être avoir au pied le genre de choses qu'on met pour faire du ski nautique, pour sécuriser les fesses. Pour le sexe dans l'espace, je pense qu'on pourrait avoir une ceinture de sécurité. Nous avons beaucoup travaillé pour pratiquer des réanimations cardio-pulmonaires dans l'espace. Or, quand on y pense, une réanimation est un acte plutôt complexe qui s'effectue entre 2 personnes. Nous avons fait évoluer la pratique de la réanimation cardio-pulmonaire. Nous avons beaucoup réfléchi au protocole. Et vous savez, ce que les astronautes ont décidé au début quand ils ont testé l'appareil? Ils ont décidé qu'il était trop encombrant et qu'il pourrait très bien se débrouiller avec un ruban adhésif.
Je ne dis pas que le même ruban adhésif aidera l'acte sexuel dans l'espace, mais simplement qu'il est comme la force dans Star Wars. Il a un côté lumineux et un côté sombre. L'invention d'Harvey me paraît bonne. La raison essentielle, c'est qu'elle n'implique pas un troisième partenaire, comme dans l'effet dauphin, qui me semblerait à moi assez désagréable. Spéculer sur l'accouplement en apesanteur pourrait bientôt faire partie du passé. Soyez prêts pour une nouvelle vision de l'avenir de la sexualité grâce à l'industrie spatiale privée. Il n'y a pas si longtemps, les voyages spatiaux ainsi que les astronautes représentaient le sommet de ce qui était sexy. Dans les années 60, l'espace était très sexy. Interrogez n'importe quel astronaute de cette époque, ils vous diront tous qu'ils étaient considérés comme des dieux du sexe. Mais deux choses ont refroidi notre vision des vols spatiaux. La promesse que tout un chacun pourrait très vite voyager dans l'espace n'a jamais été tenue. Les gens ont cru que la navette serait commercialisée. Ils étaient donc très impatients dans les années 70. Et puis, on est sorti de l'ère spatiale tellement sexy avec le programme lunaire, et le grand public a été très déçu. Et il y a eu l'explosion de Challenger. Je pense que cela a provoqué un réel changement dans l'attitude du public. On a commencé à repousser l'idée d'aller dans l'espace. Mais tout cela est en train de changer grâce à l'industrie spatiale privée. Virgin Galactic est la première entreprise de tourisme spatial. C'est une initiative du milliardaire britannique Sir Richard Branson. La compagnie Virgin Galactic de Richard Branson vend 200 000 $ des billets pour aller aux limites de l'espace, c'est-à-dire à 100 km de notre planète. C'est ce qui est le plus proche d'une véritable expérience spatiale. Le voyage inaugural de Virgin Galactic est prévu pour dans quelques années. Mais cela n'empêche pas celui qui rêve d'aventures sexuelles et qui est assez fortuné de se renseigner sur les vols privés. Certains se renseignent sur la possibilité de passer leur lune de miel et de consommer leur union dans l'espace. Mais pour l'instant, ce n'est pas une idée que nous voulons poursuivre. Il faut que nous comprenions mieux les risques que pourraient courir nos passagers avant d'envisager l'idée qu'un couple de jeunes mariés consomme son mariage dans l'espace. Mais il est certain qu'il y a des couples intéressés. Mais la révolution promise par Virgin Galactic n'est rien en comparaison de ce que mijote la société Space Tourism. Vous avez entendu parler de gens qui font l'amour dans les avions. Mais là, je vous parle de faire l'amour dans l'espace. On réfléchit à de grands yachts ou à des vaisseaux de croisière qui tourneraient autour de la Terre ou circuleraient entre la Terre et la Lune. Ce serait l'élément central d'un vrai tourisme spatial. Je parle ici de divertissement, de s'amuser, de s'envoyer en l'air. Projetons-nous en 2050 et voyons ce qu'un couple de jeunes mariés pourrait expérimenter pour sa lune de miel à bord d'un yacht spatial conçu par John Spencer. Voici une maquette de yacht spatial de John. La discothèque sera ici, dans la section centrale. On aura une sphère au centre. Imaginez une sphère géante de 18 mètres de diamètre, presque entièrement en verre ou dans un matériau analogue. Vous pouvez voir dans toutes les directions. Il y a des gens qui flottent dans tous les sens, qui dansent et font ce qui leur plaît pour s'amuser, pour le plaisir, pour le fun. Après avoir passé une longue nuit à danser, à boire et à bien s'amuser, le couple veut aller un peu plus loin. Sur Terre, cela pourrait consister en un intermède romantique dans une piscine d'eau chaude. John Spencer imagine une piscine de l'espace. Il l'appelle une hot sphère.
Imaginez une sphère avec au centre un bassin d'eau chaude et coloré. Vous pouvez vous y plonger, accrocher à votre partenaire pour faire l'amour ou vous relaxer. La sphère serait maintenue en place par un flux d'air qui l'empêcherait de se balader, mais vous pourriez plonger dans l'eau. Après être resté un moment dans la haute sphère, notre couple se retire dans la suite Lune de miel. Là, il trouvera ce que Samuel Coniglio oppose à la troisième loi de Newton, le Snuggle Tunnel, un tunnel où se blottir. Il y aura une fenêtre géante à l'intérieur de la suite Lune de miel qui offrira une vue panoramique fantastique. Ensuite, ils peuvent étirer ceci qu'on appelle un Snuggle Tunnel, un tunnel où se blottir. À l'intérieur, il y aura un éclairage et une ventilation. Comme vous le voyez, c'est de la fausse fourrure. Il faut que ce soit doux et confortable pour que les gens puissent y faire ce qu'ils veulent. Ils entrent là et ensuite, ils se pelotonnent dans le tunnel. Le Snuggle Tunnel pourrait-il devenir un équipement de base sur le vaisseau 2 de Virgin Galactic? Ce n'est pas un équipement qu'on trouvera au début du tourisme spatial suborbital. Mais, vous savez, j'ai l'habitude de travailler dans une organisation où nous pensons à l'avenir. Et le fait est qu'un jour, il pourrait y avoir un vaisseau 3 ou 4 où l'idée d'avoir ce genre de tunnel me paraît tout à fait logique. Ce n'est qu'une question de temps avant que la NASA ne suive le mouvement. Je n'ai jamais entendu parler des projets de la NASA pour ce tunnel. Peut-être pas. Mais tandis que l'industrie du tourisme spatial fait sien les aspects les plus émoustillants de la sexualité dans l'espace, les chercheurs en sciences de la vie ont des raisons de se montrer pleins d'espoir. Je pense que le tourisme spatial est un domaine où le sexe et l'espace seront abordés de façon plus ouverte. C'est dans ce milieu que, finalement, on pourra s'en préoccuper sans problème. Il semble inévitable que là où se rendent les humains, le sexe suivra à coup sûr, même dans les vastes étendues glacées de l'univers. Explorer, ce n'est pas seulement explorer des lieux. C'est l'exploration de soi, de nos perspectives. Et l'intimité, la sexualité et les relations avec les autres en font partie. Nous sommes les enfants de la Terre, mais aussi du cosmos. Et, en tant que tels, il est de notre devoir de nous servir au mieux de nos capacités et de continuer dans d'autres planètes. Qui sait ce que nous trouverons? Pour paraphraser le poète Dante, les cieux tourbillonnent au-dessus de nous et nos yeux sont toujours fixés au sol. Le sexe fait partie de l'expérience humaine et où qu'aillent les hommes, leur sexualité les accompagne. C'est logique, rationnel, c'est ainsi que cela doit être.